C'est la course aux remèdes. Tous les chercheurs du monde se focalisent en ce moment sur les traitements, les vaccins pour lutter contre le Covid-19. Au risque peut-être d'en oublier l'essentiel, enquêter sur l'origine animale de cette épidémie. Bonsoir Didier Sicard. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des maladies infectieuses, vous avez longtemps travaillé sur le VIH, vous êtes docteur en médecine interne et professeur émérite à Sorbonne Université. On est ravis de vous recevoir ce soir. Pour bien comprendre cette épidémie, ce que vous dites, vous, Didier Sicard, c'est qu'il faudrait peut-être un peu plus se focaliser sur le point de départ et moins sur le point d'arrivée. Le point de départ, c'est quoi ? C'est la chauve-souris, Didier Sicard. C'est évident, c'est une certitude. Le point de départ, parce que ça va recommencer. Il y en a déjà eu plusieurs épidémies. Le SRAS, c'est la chauve-souris passée par la civette. Mais c'est évident que c'est de la chauve-souris. Les chauves-souris qui partagent le virus avec les pangolins. Alors, les chauves-souris, elles vivent dans des grottes depuis des millions d'années et elles résistent au virus. Mais comme elles résistent au virus, le virus s'énerve sur la mesure. Il a une agressivité particulière. Et c'est peut-être ça qui explique la dangerosité de ce virus. C'est qu'il a une capacité extrêmement forte de vouloir déborder les réponses immunitaires et donc de créer chez l'humain une réponse immunitaire extrêmement forte, et peut-être ce qui explique les formes graves auxquelles nous assistons actuellement. Et donc, alors, l'hypothèse d'un virus qui aurait été fabriqué accidentellement, ou en tout cas qui se serait propagé accidentellement depuis un laboratoire, est-ce qu'on doit en tenir compte ? Je pose la question parce que là, c'est une enquête est relancée par le très sérieux Washington Post qui évoque cette idée d'un virus qui aurait été manipulé dans un laboratoire de Wuhan en Chine. Non. Oui, un virus issu de la chauve-souris et qui est dans un laboratoire P4 qui existe à Wuhan et qui fait l'objet par le Washington Post d'une interrogation sur le fait que les Américains auraient visité il y a 1 an ou 2 ans le laboratoire, auraient trouvé qu'il n'était pas parfaitement adapté aux normes P4. Mais ça me paraît, à mon avis, non pas une fake news, mais une illusion. Au fond, comme si l'humain ne supportait pas que l'animal soit quand même le plus responsable. Il fallait qu'il y ait une faute humaine. Parce que c'est quand même plus digne d'avoir une faute humaine que d'avoir des malheureux chauves-souris qui sont coupables de ce sinistre dramatique. Et moi, je trouve que si ça a été le cas dans un laboratoire, premièrement, on aurait pu imaginer que les gens du laboratoire, d'abord, auraient été atteints, ils seraient morts. Et en tout cas, ils auraient été atteints par la maladie en priorité, alors que dans les premières publications, 70% des personnes qui ont été contaminées avaient été visiter ce marché de Wuhan, où on savait que les animaux vivants, des chauves-souris, des serpents, des pangolins, des civettes, étaient rassemblés dans des conditions d'hygiène, parce que c'est interdit. Donc c'est absolument souterrain, avec leurs urines. Et on sait maintenant, c'est que quand les animaux sont rassemblés en très grand nombre, la dangerosité virale n'est pas 1 plus 1 plus 1, mais 1 plus 10 plus 100 plus 1000. Ce qui explique d'ailleurs, peut-être, pour les humains, le fait que de se rassembler, comme on a pu le voir à Mulhouse, comme on a pu le voir en Chine ou aux États-Unis, des rassemblements populaires sont infiniment plus graves, non pas seulement par leur nom, mais le virus acquiert une capacité de mutation infiniment plus grande. Alors, professeur, les scientifiques travaillent d'arrache-pied pour trouver des explications au virus. Là, ce que vous nous dites aussi, c'est que finalement, c'est très bien de travailler en laboratoire, en milieu de chaîne ou vers la fin de la chaîne, mais qu'il faut aussi aller sur le terrain, étudier l'animal, étudier les chaînes de contamination. Et sur le terrain, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire aller dans les grottes, habillés, ça veut dire étudier les comportements, demander aux vétérinaires, aux éthologistes d'étudier les comportements de chauves-souris, regarder quels sont les arbres fruitiers qui ne sont pas très loin des grottes, qui peuvent attirer les chauves-souris. Et il faut savoir travailler sur les fourmis. Est-ce que les moustiques et les tiques peuvent passer le virus ? On peut imaginer que le stress de ces animaux entravés sur un marché fait que les animaux arrivent et peut-être qu'il y a un nuage viral qui entoure. Est-ce que c'est par le contact ? Bref, il y a tout. Travailler sur les pratiques culturelles. Pourquoi en Chine, cette gourmandise des écailles de pangolins, les chauves-souris qui vivent très vieilles, qui n'ont pas de cancer, par conséquent, les manger, ça donne l'immortalité, ça protège du cancer. Tout ça, c'est des illusions, mais je trouve qu'il y a des travaux de sciences humaines, des sciences dures. Le génome, c'est important, mais travailler sur la chaîne me paraît aussi important. Et là, on imagine que les jeunes doctorants
sont beaucoup plus passionnés par aller dans leur laboratoire, faire de la biologie moléculaire. C'est plus noble C'est plus noble. que Alors, d'aller travailler dans le grotte. est-ce que justement, il y a des exemples historiques de maladies qui, grâce aux enquêtes faites sur le terrain, ont pu être repérées et même jugulées? L'enquête la plus certaine, hein, c'est au 19e siècle, quand Semmelweis, 30 ans, à Vienne, observe dans un hôpital des femmes enceintes qui meurent en couche à 20%, une femme sur 5. Mais dans un autre service d'obstétrique, elle ne meurt pas. Il se pose la question, mais pourquoi? Quelle est cette différence? Il ne connaît pas les microbes. Et il voit que dans le premier, c'est des étudiants en médecine qui y travaillent. Et les étudiants en médecine, ils vont dans la salle d'autopsie avant d'accoucher. Et il dit aux étudiants en médecine, lavez-vous les mains et la mortalité s'effondre. Autrement dit, l'observation des comportements fait partie de la médecine. Alors évidemment, maintenant on est au-delà, mais au fond, s'intéresser aux comportements, aux facteurs extérieurs, donne quelquefois des idées qui ne sont pas présentes au microscope ou dans un laboratoire de haute spécialité. Alors la deuxième grande question, justement, c'est comment ce coronavirus est transmis de la chauve-souris. Alors on a bien compris, le pangolin, ensuite, peut-être vous parliez des serpents, des fourmis, mais ensuite à l'homme. Est-ce que là, on a des pistes? Alors, probablement, elle n'est pas... un pangolin, moi je me souviens qu'il y a 40 ans, j'étais au Laos, et pour mes enfants, j'avais acheté un pangolin très, très gentil qui a été au bout de 48 heures pris par le jardinier qui l'a emmené pour le dévorer. Mais vous savez que c'est interdit? C'était il y a 40 ans. Le commerce d'animaux sauvages, c'est interdit. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a les pangolins africains sont partis tous vers la Chine. Parce qu'il y a un commerce, la route de la soie est une route dans les deux sens. Et que les Chinois achètent les pangolins très chers, les emmènent dans des ports en Nigeria et vont ensuite les emmener en Chine. Au fond, la réserve africaine de pangolins est en train de s'effondrer par cette captation par les Chinois. Et je pense que, au fond, les fêtes du rat qui ont à Wuhan occupé, c'est une véritable fête où on donne des repas familiaux, il y a eu un très grand nombre de pangolins qui sont venus d'Afrique et qui, probablement, ont été contaminés à leur arrivée par les chauves-souris. Et donc, on peut expliquer ce facteur de contamination. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se poser la question aussi sur ces marchés aux animaux? La Chine les avait tous fermés, là, ils rouvrent. Vous parlez, vous, d'indifférence criminelle face à ces marchés d'animaux? Ça me paraît évident parce que c'est la quasi-totalité des épidémies que nous avons vécues au XXIe siècle sont d'origine chinoise ou africaine pour Ebola, exception, mais sont toujours issues de la capture d'animaux sauvages, d'épcés. Comment ça se passe? Là, il faut travailler dessus. Est-ce que c'est des animaux stressés dans les conditions épouvantables? Ils urinent, ils ont des selles, éventuellement ils toussent, ils crachent, ils sont anxieux, ils sont bourrés de virus. Et donc, c'est une atmosphère virale, il y a un véritable nuage viral qui fait que les toucher ou même aspirer fait que probablement quelques humains ont été contaminés. Ça a dû commencer vers novembre à Wuhan de façon parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont asymptomatiques. Pendant l'épidémie, elle commence très doucement. Il faut les interdire, ces marchés aux animaux? Il faut les interdire? Et ils sont interdits. C'est pour ça que le drame, c'est que comme c'est interdit, les conditions de sécurité sont nulles. Parce que ça serait permis, il y aurait des contrôles. Et là, c'est clandestin. Et donc, comme ça rapporte beaucoup d'argent, c'est des marchés mafieux, c'est comme la drogue. Donc, si vous voulez, et donc, il faut que la Chine prenne disposition, comme on le fait pour l'héroïne ou le trafic de drogue. On voit que ça a été difficile et que c'est souvent un échec. Criminaliser davantage. Absolument. Eh bien, merci beaucoup. Merci Didier Sicard d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est passionnant. Encore plein d'autres questions. On reviendra dessus, évidemment, avec vous. Et puis, pour poursuivre justement la réflexion, je vous propose de poursuivre avec C'est dans l'air et Caroline Roux, qui revient justement sur la nature de ce coronavirus qui se dévoile petit à petit. À l'heure où le déconfinement partiel s'organise, des patients guéris, par exemple, pourraient finalement ne pas être immunisés. Toutes les questions avec Caroline Roux, c'est dans un instant.